Salut les amis de la chaîne. Aujourd'hui, on va discuter une notion très importante, au moins pour deux raisons. La première, c'est que cette étape permet à la cellule de produire une très grande quantité d'ATP, donc elle est importante pour la cellule. Et deuxièmement, elle est importante pour nous, puisque cette partie, on la trouve toujours dans l'examen national et dans les contrôles continus, que ce soit pour la filière SVT, que ce soit PC. Donc les objectifs de la vidéo seront de comprendre la dernière étape de la respiration cellulaire. Et on va insister sur deux axes, deux points très importants, à savoir la notion de chaîne respiratoire et deuxièmement la phosphorylation oxydative. On se voit après l'intro. Alors rappelons le bilan des deux étapes précédentes, à savoir la glycolyse. Donc rappelez-vous qu'on avait obtenu 2 NADH+ et 2 ATP comme bilan énergétique de la glycolyse. Deuxième étape matricielle, l'oxydation complète de l'acide pyruvique, il a donné 8 NADH+, 2 FADH2 et 2 ATP. Donc le bilan de ces deux étapes sera d'abord 10 NADH, 10 euros, 2 FADH2 qu'on avait comparé à 2 $ et 4 ATP qu'on avait comparé à 4 dirhams. Et donc il faut convertir l'euro en dirhams et convertir le dollar en dirhams. En général, ça aura 4 ATP, 10 NADH et 2 FADH2. Voilà, 4 dirhams, 10 euros et 2 $ qu'il faut convertir en ATP. Donc comment on va convertir NADH en ATP, FADH2 en ATP et quel est le bilan de cette conversion ou de cet échange? Alors commençons par un schéma très simple d'une mitochondrie, d'une cellule qui a été cultivée en présence d'oxygène, c'est-à-dire dans un milieu aérobie, et une mitochondrie d'une cellule en anaérobiose ou bien en absence d'oxygène. Alors la différence est très nette. On voit que la mitochondrie en présence d'oxygène est de très grande taille et elle a des crêtes très développées. Alors que la mitochondrie en absence d'oxygène est de très petite taille et les crêtes sont très peu développées, voire absentes. Et donc ça montre qu'il existe une relation entre l'oxygène et le développement de la membrane interne. Et quand on dit crête très développée, ça veut dire la surface de la membrane interne sera plus importante. Alors quelle relation entre oxygène et membrane interne? Voyons maintenant les détails. Donc au niveau de la membrane interne, on va réoxyder les 10 NADH+ en 10 NAD+, et réoxyder les 2 FADH2 en 2 FAD. Et il faut un accepteur des électrons et des protons. Donc l'oxydation, elle va toujours en pair avec la réduction. Et l'accepteur, c'est l'oxygène. Donc on aura besoin de 6 O2 qui seront réduits en 12 H2O. Donc une réduction de l'oxygène, qui est l'accepteur final. Alors voyons comment se réalisent ces réactions d'oxydoréduction et quel est le rôle de la membrane mitochondriale interne. Alors si on compare les deux membranes mitochondriales internes et externes, on voit que toutes les deux contiennent des phospholipides, ces petites molécules lipidiques qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les membranes, et des protéines. Il y a toujours des protéines, mais là on a une protéine un peu particulière, c'est la sphère pédonculée, et qu'on ne trouve que dans la membrane mitochondriale interne. Elle n'existe pas dans la membrane externe. Deuxième constatation, le taux de protéines ou le pourcentage de protéines dans la membrane interne est plus important, alors que dans la membrane externe, c'est plutôt les phospholipides qui sont les plus représentés. Et donc, on peut résumer en deux points. Il y a une plus grande proportion de protéines dans la membrane interne, alors que dans la membrane externe, c'est plutôt les lipides qui sont les plus représentés. Ensuite, deuxième point très important, les sphères pédonculées n'existent que dans la membrane interne. Ils sont absentes de la membrane externe.
Et donc notre attention va se porter sur la membrane interne. Alors commençons par une petite expérience très simple. Si on met du NaCl, du sel, dans de l'eau distillée. Alors chacun sait que dans ce cas, on aura une dissociation sous forme de Na+, Cl-. Alors personne ne dira Na-, Cl+. Alors pourquoi justement? Pourquoi on a toujours Na+ et Cl-? Donc le sodium, c'est lui qui cède son électron au chlore. Et là, on peut poser la question, pourquoi c'est toujours le chlore qui attire l'électron vers lui et pourquoi le sodium perd son électron? Alors là, on va parler d'une notion, ce qu'on appelle le potentiel redox. Et le potentiel du sodium, il est de moins 2,71 volts. Il est exprimé en volts. Alors que le chlore, il a un potentiel de plus 1,39 volts. Donc on peut dire que le potentiel redox, c'est ce type de force qui permet d'attirer les électrons. Alors quel est le zéro? Quelle est la référence? C'est le H, l'hydrogène, avec le H+, le proton. On considère arbitrairement que le H il a un potentiel de 0. Donc c'est la référence, c'est le potentiel de référence. Donc rappelez-vous bien cette notion de potentiel redox ou bien potentiel d'oxydoréduction. C'est une grandeur qui mesure le pouvoir oxydant, c'est-à-dire le pouvoir de capter des électrons. Il est mesuré en volts. Alors point très important, les électrons se déplacent toujours du potentiel redox le plus faible vers le potentiel redox le plus élevé. Donc par exemple pour le sodium et le chlore, donc du sodium vers le chlore. Sodium c'est moins 2,71 alors que le chlore c'est plus 1,39. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mesuré le potentiel redox de plusieurs molécules qui se trouvent dans la mitochondrie et la plupart dans la membrane mitochondriale interne. On va appeler le complexe C1, C3, C4, C, Q, oxygène et NADH+. Et chacun, il a son potentiel redox. Alors ce qu'on va demander, vous pouvez faire pause à la vidéo et essayer de mettre ces molécules chacune à sa place selon son potentiel redox dans le document à gauche. Alors commençons d'abord par classer ces molécules du plus faible potentiel vers le plus fort potentiel. Alors vous voyez bien que la valeur la plus faible c'est moins 0,32, c'est-à-dire NADH. Donc NADH+, c'est la molécule qui a le plus faible potentiel redox. Donc c'est elle qui va céder très facilement ses électrons et ses protons. Elle est suivie par le complexe C1, moins 0,30. Ensuite, Q, la molécule Q. Ensuite, C3, le complexe C3. Puis la protéine C. Puis le complexe C4. Et enfin, l'oxygène. Donc l'oxygène, c'est lui qui a le potentiel le plus élevé. Donc c'est lui qui va arracher les électrons. Alors, sur la base de ce classement, on peut facilement maintenant placer les molécules à leur place. Alors, on va commencer par moins 0,32, c'est-à-dire NADH+, ensuite moins 0,30, c'est-à-dire le complexe C1, puis la molécule Q, puis le complexe C3, ensuite la protéine C, ensuite le complexe C4 et enfin l'oxygène. Alors remarquez que l'axe, il est inversé. Les valeurs les plus faibles en haut et les valeurs les plus élevées en bas. Alors pour dire que l'électron, il va spontanément du haut vers le bas, c'est-à-dire du potentiel le plus faible vers le potentiel le plus élevé. Et donc on aura NADH, il va donner les électrons au complexe C1, donc il va être oxydé en NAD+, 2H+. Alors le complexe C1, il va céder ses électrons à Q. Q elle-même, elle va les donner à C3. Le complexe C3 va les donner à la protéine C, laquelle va les donner au complexe C4 et enfin à l'oxygène. Donc l'oxygène, c'est l'accepteur final, alors que NADH+ est le donneur initial des électrons. Et l'oxygène, quand il va recevoir les électrons, il peut prendre des protons pour être réduit en H2O.
Et donc on a construit ici une chaîne de plusieurs molécules qui transportent des électrons depuis NADH jusqu'à l'oxygène. Et c'est ce qu'on va appeler une chaîne respiratoire. Donc une chaîne, c'est-à-dire plusieurs molécules qui transportent les électrons, respiratoire parce qu'ils consomment l'oxygène. Et les électrons vont de NADH jusqu'à l'oxygène. Donc on peut comparer ça à un petit ballon qui descend les marches d'un escalier. Et donc la raison d'être, l'objectif de la chaîne respiratoire, c'est de permettre la libération de l'énergie de manière progressive et non explosive. Parce que la différence de potentiel entre NADH et l'oxygène est très importante. On ne peut pas aller directement de NADH à l'oxygène. Et donc on va libérer, grâce à la chaîne respiratoire, on va libérer l'énergie de manière progressive, ce qui donne l'occasion à la mitochondrie d'exploiter cette énergie. Alors plaçons ces molécules au niveau de la membrane mitochondriale interne pour être plus concret, plus proche de la réalité. Alors, la membrane interne, il contient les molécules qui transportent les électrons. Alors, le complexe Ca, on a dit, c'est lui qui va oxyder NADH+ en NAD+. Il va libérer des protons et il va prendre des électrons, donc 2 électrons de NADH, qu'il va transmettre à la molécule Q. Elle-même, elle va les transmettre au complexe C3, ensuite la protéine C et le complexe C4. Et celui-ci, il va transmettre les électrons à l'oxygène et l'oxygène va être réduit en H2O. Voilà, on a créé ce qu'on appelle une chaîne respiratoire. Donc une chaîne respiratoire, un ensemble de molécules au niveau de la membrane mitochondriale interne qui transportent les électrons depuis NADH+ jusqu'à l'oxygène. Alors il nous reste maintenant FADH2 qu'on n'a pas vu dans l'exercice de tout à l'heure. Alors FADH2, il sera oxydé par le complexe 2, C2 en FAD et va prendre les électrons et va les transmettre à Q. Et vous voyez que Q, elle peut accepter des électrons du complexe 1 et du complexe 2 et va les transmettre au complexe 3. Et voilà, on a construit ce qu'on appelle une chaîne respiratoire. Alors quel est le but, quel est l'objectif? Comment on va exploiter cette chaîne respiratoire? On va voir maintenant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie? Alors la chaîne respiratoire, c'est quoi? C'est d'abord un ensemble de transporteurs des électrons qui sont situés dans la membrane mitochondriale interne. Alors que font ces transporteurs? Ils réoxydent NADH+ grâce au complexe C1 et FADH2 grâce au complexe C2. Ensuite, ils vont transporter les électrons jusqu'à l'oxygène, l'accepteur final, qu'ils vont réduire en H2O grâce au complexe C4. Et donc la chaîne respiratoire, elle convertit en réalité l'énergie de NADH+ et FADH2 en une autre forme d'énergie qui est le flux des électrons. Donc le flux, le transport des électrons, le transfert des électrons, c'est une sorte d'énergie. Alors comment on va exploiter ce flux des électrons? Voyons les détails. Analysons l'expérience suivante. Une suspension mitochondriale contenant un donneur d'électrons et de protons sans oxygène au départ et un pH mètre qui va nous permettre de mesurer le pH de la solution. Je dis bien de la solution et non pas de la mitochondrie. On va comparer à un témoin une solution qui ne contient pas de mitochondrie. Donc, contient un donneur d'électrons et de protons. Et on va mesurer le pH dans les deux solutions. Alors pour la solution A, qui contient les mitochondries, on voit que la concentration de H+ reste nulle jusqu'à l'instant où on ajoute l'oxygène. Elle augmente très très rapidement, puis diminue progressivement pour revenir à sa valeur initiale. Alors que pour la solution B, le témoin, elle reste nulle durant toute la durée de l'expérience. Alors que s'est-il passé dans la solution A, qui contient les mitochondries, après avoir ajouté l'oxygène? Tout simplement, il y a apparition de H+ dans la solution. Mais quelle est l'origine de ce H+? Alors, grâce à la comparaison avec le témoin,
La seule explication possible, c'est que ces H+ viennent de la mitochondrie. Et donc on peut déduire que la mitochondrie libère des protons H+ après l'addition de l'oxygène. Et que s'est-il passé après un instant? La diminution de H+ peut être expliquée par la réabsorption de H+ par les mitochondries. Ça veut dire que la mitochondrie, elle va libérer les H+ en présence d'oxygène, puis elle va réabsorber ces protons H+. Alors quel est l'intérêt de ce rejet, ou bien de cette libération de H+, puis de cette réabsorption de H+? Alors plaçons tout ça dans son contexte normal, c'est-à-dire au niveau de la membrane mitochondriale interne. On avait dit que NADH+ est oxydé par C1, le complexe C1, qui va capter les électrons et va les transmettre à Q. Mais avant de les transmettre à Q, il va exploiter l'énergie de ces électrons pour expulser des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. On dit ici pomper des protons H+. Alors quand on utilise le verbe pomper, ça veut dire que c'est un transport actif qui exige une énergie. Et justement, ce sont les électrons qui vont fournir cette énergie. Ensuite, il va passer ces électrons à Q, qui va les passer au complexe C3, et le complexe C3 lui-même va faire la même chose que C1, il va pomper des protons vers l'espace intermembranaire, un transport actif de H+. Et il va transmettre les électrons vers C, la protéine C, qui va les transmettre à C4. Le complexe C4, il va faire la même chose que les deux autres complexes, il va pomper les protons vers l'espace intermembranaire. Et en même temps, il va réduire l'oxygène en H2O en transmettant les électrons. Pour FADH2, on a dit qu'elle va être oxydée par le complexe C2. Donc il va prendre les électrons de FADH2, il va les transmettre à Q, et Q va les transmettre à C3, qui va également expulser des protons. Alors quel est le but de tout ça? C'est la création de ce qu'on appelle un gradient de protons. Et c'est quoi un gradient de protons? C'est la différence de concentration des protons entre l'espace intermembranaire et la matrice. Vous voyez que le pompage des protons va entraîner une augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire et sa diminution dans la matrice. C'est ce qu'on va appeler le gradient de protons. Donc rappelez-vous bien de cette expression très importante. Le gradient de protons, c'est un gradient électrochimique, une différence de concentration des protons de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne. Alors le gradient de protons, c'est une sorte d'énergie également. C'est une autre forme d'énergie. Alors comment on va exploiter le gradient de protons? Alors cette deuxième partie, ce qu'il faut retenir, d'abord que la membrane mitochondriale interne est imperméable aux protons H+, sauf au niveau des complexes, des protéines. Alors pendant le flux des électrons, quand les électrons se déplacent depuis NADH+ et FADH2 jusqu'à l'oxygène, les complexes C1, C3 et C4 uniquement, ils vont pomper des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Alors le résultat de ce pompage, c'est la formation, ou bien l'apparition, la création d'un gradient de protons qui représente une autre forme d'énergie, gradient électrochimique. Alors prenons cette expérience que vous avez sûrement fait en classe, des mitochondries qu'on va exposer à des ultrasons. Alors les ultrasons, ils vont entraîner la fragmentation de la membrane mitochondriale interne. Donc on va obtenir de petits fragments avec leur sphère pédonculée. Et spontanément, ces fragments, ils vont former ce qu'on appelle des vésicules submitochondriales et qui sont inversées. C'est-à-dire inversées, c'est-à-dire que les sphères pédonculées seront orientées vers l'extérieur. Alors que dans la mitochondrie, vous voyez que les sphères pédonculées sont orientées vers la matrice, représentée en bleu dans le schéma, premier schéma. Alors on va prendre ces vésicules, on va les mettre dans une solution adéquate,
avec de l'ADP et PI et on va modifier le pH interne, pHI, pH interne des vésicules, et pHE ou bien pH externe, pH de la solution. Et on va voir les conditions de la synthèse de l'ATP. Alors rappelons le pH, vous l'avez fait en chimie, mais c'est bien de faire un petit rappel. Alors le pH, il nous permet de mesurer l'acidité d'une solution. On va de 1 jusqu'à 14. Donc de 1 à 7, c'est un milieu acide, 7 c'est un milieu neutre, solution neutre, et de 7 à 14, c'est une solution basique. Alors le pH, il a une relation directe avec la concentration de H+. Et la concentration de H+, elle est inversement proportionnelle au pH. C'est-à-dire, plus le pH diminue, plus la concentration de H+, augmente. Donc quand on dit milieu acide, c'est-à-dire un milieu très riche en H+, en protons, en ions H+. Alors voyons l'expérience. Première expérience des vésicules avec de la DPPI et on va prendre pHI égale 4 par exemple et pHE égale 6. En tout cas, le pHI est inférieur à pHE. Alors si on dit pHI inférieur à pHE, ça veut dire que la concentration de H+ à l'intérieur des vésicules est supérieure à la concentration de H+ dans le milieu, dans la solution. Dans ce cas, on va constater la formation de l'ATP. Et deuxièmement, on va constater que le pHI devient égal au pHE. Alors que s'est-il passé? Donc on ne peut expliquer cela que par la sortie de H+ des vésicules vers la solution. Et au cours de cette sortie, il y a une libération d'énergie qui a été utilisée pour la synthèse de l'ATP. Deuxième manipulation, même chose, ADP, PI, mais on va prendre pHI égale à pHE, 6,6. C'est-à-dire la concentration de H+, elle est égale dans les deux milieux. Dans ce cas, il n'y a pas de synthèse d'ATP. Troisième manipulation, on va prendre l'inverse de la première manipulation. C'est-à-dire pHI égale 6, pHE égale 4. pHI supérieur à pHE, c'est-à-dire la concentration à l'intérieur, la concentration de H+ à l'intérieur, est plus faible que la concentration dans la solution. Dans ce cas non plus, on n'aura pas d'ATP. Et donc, les conditions pour avoir la synthèse de l'ATP, il faut que la concentration de H+ à l'intérieur des vésicules soit supérieure à cette concentration dans le milieu, si on veut produire l'ATP. Alors, si on veut maintenant appliquer sur la matrice, sur la mitochondrie, il faut que la concentration dans la matrice, la concentration de H+ dans la matrice soit inférieure à la concentration de H+ dans l'espace intermembranaire, si on veut qu'il y ait production d'ATP. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un gradient de protons. Et c'est ce qui nous fait revenir au gradient. Donc il faut qu'il y ait un gradient de protons. La concentration de H+ dans la matrice doit être inférieure à la concentration de H+ dans l'espace intermembranaire. C'est une condition très très importante. Donc l'existence d'un gradient de protons. Voyons d'autres conditions pour la synthèse de l'ATP. Alors cette manipulation, on l'a vu tout à l'heure, on va la considérer comme témoin. Et voyons la manipulation suivante. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détaché les sphères pédonculées de la membrane des vésicules. Ils ont respecté la première condition, pHI inférieur à pHE. Et pourtant, il n'y a pas de production d'ATP. Et le pHI reste inférieur à pHE. Deuxième et dernière manipulation. Maintenant, on va rendre la membrane interne, la membrane des vésicules, perméable à H+. Donc on a dit tout à l'heure que la membrane, normalement, il est imperméable. Alors si on rend la membrane perméable, il n'y a pas non plus de synthèse de l'ATP. Et donc il y a deux autres conditions pour la synthèse de l'ATP. À savoir, les sphères pédonculées doivent être attachées sur la membrane mitochondriale interne. Deuxième condition, la membrane mitochondriale interne doit être imperméable aux protons H+. Comme ça, on va forcer les protons de passer par les sphères pédonculées.
Et les sphères pédonculées vont exploiter cette énergie des protons pour produire l'ATP, pour synthétiser l'ATP. Alors, plaçons tout ça dans le contexte naturel de la mitochondrie. Voici notre membrane interne avec ses transporteurs d'électrons. On a dit tout à l'heure, C1 va oxyder NADH+, il va prendre les électrons, capter les électrons, les transmettre à Q et expulser H+, pomper H+, vers l'espace intermembranaire. Donc, FADH2 il sera oxydé par le complexe C2 qui va transmettre ses électrons à Q et Q va les transmettre à C3 qui lui-même va pomper les protons vers l'espace intermembranaire. Ensuite, passage des électrons vers C, puis vers C4, puis vers l'oxygène et C4 va également expulser des protons vers l'espace. Donc l'oxygène il sera réduit et le résultat, on a créé un gradient de protons. Donc la concentration de H+ dans l'espace intermembranaire est beaucoup plus élevée que la concentration de H+ dans la matrice. Et enfin, la dernière étape, c'est le rôle de la sphère pédonculée. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Il va faire entrer les protons H+, et il va exploiter cette énergie pour synthétiser l'ATP. Et voici la phosphorylation. Alors oxydative, c'est grâce à l'oxydation de NADH et FADH2. On arrive enfin au dernier bilan, ce qu'il faut retenir. Donc la synthèse de l'ATP au niveau de la membrane mitochondriale interne, on peut la résumer en différentes étapes. Alors, brièvement, premièrement, réoxydation de NADH+ et FADH2, donc respectivement par le complexe C1 et C2 de la chaîne respiratoire. Deuxièmement, transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final, l'oxygène, qui sera réduit en H2O. Troisièmement, pompage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire et création d'un gradient de protons. Puis, retour des protons vers la matrice, dans ce cas par la sphère pédonculée, qu'on peut appeler maintenant ATP synthase, ou parfois ATP synthétase, qui produit l'ATP en phosphorylant l'ADP. Alors l'ensemble de ces réactions, la chaîne respiratoire et la sphère pédonculée, ils sont appelés phosphorylation oxydative. Ou bien récemment, on appelle plutôt l'oxydation phosphorylante, puisqu'on commence par l'oxydation et on termine par la phosphorylation. Donc on peut écrire phosphorylation oxydative, c'est chaîne respiratoire plus sphère pédonculée, de manière plus simple. Alors, d'un point de vue bilan, 1-NADH+, si vous vous rappelez, il permet la sortie de 3 H+, au niveau du complexe C1, C3 et C4. Et donc, il va permettre la production de 3 ATP. Pour FADH2, rappelez-vous qu'il fera sortir les H+, au niveau du complexe 3 et 4. Et donc, il ne peut produire que 2 ATP. Donc, notre euro NADH, il vaut 3 ATP. 3 dirhams, alors que le dollar FADH2, il vaut 2 dirhams ou 2 ATP. Et donc le bilan de cette étape au niveau de la membrane mitochondriale interne, c'est-à-dire la phosphorylation oxydative, on a consommé 10 NADH, 2 FADH2, on aura besoin de 6 CO2 et 34 ADP plus PI pour avoir 10 NAD+, 2 FAD, 12 H2O et 34 ATP. Alors, comment on a obtenu 34? Donc, on a 10 NADH et chaque NADH donne 3 ATP. Donc, 10 fois 3, c'est 30. On a 2 FADH2 et chaque FADH2 donne 2 ATP. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 30 plus 4, c'est 34. Enfin, on arrive au test. Alors, comme toujours, faites pause à la vidéo et réfléchissez au test. Mais dans ce cas, on nous demande une seule affirmation qui est fausse. C'est ce qu'il faut choisir. Alors, la chaîne respiratoire, est-ce qu'elle réoxyde NADH, H+ et FADH2? Oui, c'est correct, donc on ne va pas cocher. Est-ce qu'elle réduit l'oxygène? Oui, on ne va pas cocher. Elle est située dans la membrane mitochondriale interne? Également vrai, oui. Elle produit l'ATP, attention,
la chaîne respiratoire ne produit pas l'ATP. C'est la phosphorylation oxydative ou la sphère pédonculée, donc ça c'est faux. Et donc on va garder que petit d qui est fausse. Les trois autres sont. Deuxième proposition, la phosphorylation oxydative, est-ce qu'elle fait toujours intervenir l'ATP synthase? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle a toujours besoin d'oxygène? Oui également, donc on ne va pas cocher ni A ni B. Petit c produit 38 ATP à partir de 10 NADH+ et 2 FADH2. Alors si vous vous rappelez bien, on avait dit 34 et non pas 38. Mais on va s'assurer de petit d exploite l'énergie du gradient de proton H+. Oui, petit d c'est vrai, donc l'affirmation fausse c'est petit c. Et donc on va éliminer les trois autres, on va garder c. Deuxième test. Répondez par vrai ou faux. Les électrons se déplacent des molécules de potentiel redox faible aux molécules de potentiel redox élevé. Alors il faut revenir au début de la vidéo pour s'assurer de votre réponse. Alors là c'est vrai, les électrons se déplacent toujours du faible potentiel vers le potentiel le plus élevé. Deuxièmement, le flux des électrons le long de la chaîne respiratoire permet le pompage de H+, des protons H+, de l'espace intermembranaire vers la matrice. C'est plutôt le contraire. C'est de la matrice vers l'espace intermembranaire. Troisième proposition, la sphère pédonculée joue le rôle d'un enzyme. Donc on peut dire un enzyme ou bien une enzyme, c'est la même chose, qui appartient à la chaîne respiratoire. Alors on avait attiré votre attention sur ce point. L'ATP synthase n'appartient pas à la chaîne respiratoire. C'est faux. Donc la sphère pédonculée, l'ATP synthase, elle appartient à la phosphorylation oxydative, mais elle ne fait pas partie de la chaîne respiratoire. Dernière affirmation, l'ATP synthase utilise l'énergie du gradient de proton pour synthétiser l'ATP. Tout est vrai dans cette phrase, donc c'est vrai. Troisième et dernier test, relié par une flèche chaque expression du groupe 1 à l'unique élément qui lui correspond dans le groupe 2. Alors, vous pouvez faire pause à la vidéo pour réfléchir avant de passer aux réponses. Alors, l'oxydation de FADH2, elle est faite par quelle molécule? On avait dit par le complexe 2. La sortie de H+ de la matrice. Alors rappelez-vous que la sortie se fait à 3 niveaux, c'est-à-dire par 3 complexes. Donc la réponse c'est 4, complexe C1, C3 et C4. L'oxydation de NADH+, elle se fait par le premier complexe, c'est-à-dire le complexe C1. La réduction de l'oxygène, elle se fait par le dernier complexe, c'est-à-dire le complexe C4. Et enfin, l'entrée d'OH+, de l'espace intermembranaire vers la matrice, elle se fait uniquement par la sphère pédonculée ou l'ATP synthase. Alors j'espère que cette vidéo sera utile à plusieurs d'entre vous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien et d'encouragement. Je terminerai avec une phrase qui m'a beaucoup plu dans les commentaires. Cette phrase dit « Combattons la médiocrité ». Je suis entièrement d'accord. À la prochaine vidéo. Je suis entièrement d'accord. À la prochaine vidéo.